le sujet de l'échographie dans les pathologies microcristallines pour rejoindre un peu le programme d'aujourd'hui sur les microcristaux, puisque, comme m'a dit M. Bardin, l'échographie prend de plus en plus de place. Donc, c'est plus que les pathologies rhumatismales inflammatoires, mais il y a aussi toute une actualité sur la pathologie microcristalline. Alors, nous avons opté pour 3 objectifs, puisque l'assistance est très hétérogène. Donc, il y a certains jeunes qui n'ont pas vraiment des bases d'échographie, pour lesquels on va rappeler quelques éléments de sémiologie élémentaire d'échographie pour pouvoir suivre. Après, il y a la partie basique que tout le monde est censé connaître. C'est la base de ce qui peut être visible sur un examen échographique chez un sujet qui souffre d'une pathologie microcristalline, goutte, CCA, hydroxyapatite. On ne va pas parler des autres pathologies microcristallines, il y en a plein, mais ce qui est vraiment intéressant en pratique, c'est les 3 principales que je viens citer. Et on terminera en rapportant un peu les quelques questions d'actualité sur l'échographie des pathologies microcristallines. On va les voir au fur et à mesure. Donc, commençons par le premier objectif, rappeler quelques éléments de sémiologie échographique. Et là, je vais essayer d'expliquer quelques aspects d'images échographiques qui nous seront utiles pour le suivi de patients suivis pour pathologie microcristalline. Et lorsqu'on parle d'échographie, alors déjà dans l'image échographique, on parle de hypoéchogène, hyperéchogène, isoéchogène, hétérogène. Alors l'échogénicité, donc si on résume sur cette image, donc le liquide c'est anéchogène ou bien hypoéchogène si c'est du pu par exemple, si c'est du tofu aussi. La synoviale, elle peut être anéchogène, c'est-à-dire du noir, hypoéchogène, c'est-à-dire du gris. Par exemple ici, alors ici, c'est pratiquement, donc il y a du liquide qui apparaît hypoéchogène, anéchogène. Ce qui est hyperéchogène, c'est vraiment, alors ce qui est hyperéchogène, on ne le voit pas ici, on va le voir après sur les calcifications. Alors, les calcifications, c'est des structures qui ne laissent pas passer les ondes ultrasonores, donc ça va réfléchir complètement ces ondes ultrasonores qui ne vont pas traverser la matière et on verra cet aspect blanchâtre. Donc vous voyez ici il y a des calcifications, là aussi il y a des calcifications et puis tout ce qui vient comme onde ultrasonore ne peut pas traverser et va être réfléchi et on aura un signal et une image sous forme d'une structure blanchâtre. Donc c'est ça la calcification. Et puis pour les calcifications, en fonction de la consistance, on peut avoir une calcification qui est très dure, qui va réfléchir complètement les ondes ultrasonores, qui est très blanche. On peut avoir des calcifications qui sont moins denses, qui sont molles, et puis d'autres types de calcifications. Donc lorsqu'on parle de calcification, il y a certainement cet artefact qu'on utilise en échographie, qui est le cône d'ombre postérieur. Et là, par exemple, on est dans une image classique qu'on retrouve chez les sujets goutteux, c'est le tofu. Et vous voyez qu'il y a plein de ponctuations blanchâtres, ça correspond à des calcifications. Et puis, ce que vous voyez ici, c'est que l'onde ultrasonore qui vient en contact de cette tofu qui est très hétérogène et qui contient des calcifications, alors ce qui se passe, c'est que ça va être réfléchi et il y aura un cône d'ombre postérieur qu'on utilise pour reconnaître la calcification. Et puis l'érosion, ce n'est pas uniquement la sémiologie des pathologies rhumatismales destructrices avec comme chef de file la polyarthrite rhumatoïde. L'érosion peut aussi être retrouvée pour les pathologies microcristallines et ça correspond à cette image. Alors vous voyez ce qui est blanc ici,
c'est la corticale osseuse. Et la corticale osseuse aussi ne peut pas être explorée comme par la radiographie, par l'échographie, par l'écho, c'est ça. Les ondes ultrasonores vont être réfléchies complètement et au lieu d'avoir cette continuité de la corticale osseuse, donc on aura une effraction de la corticale. Et l'érosion, c'est défini comme un aspect d'effraction de la corticale qui est visible dans les deux plans, alors transversal et longitudinal. Donc, ici, on avait une petite érosion. Alors ici, c'est un médiopied. Donc, ça correspond au médiopied hérissé. Et vous voyez que la corticale, finalement, à chaque fois, il y a des effractions de la corticale et qu'il y a plusieurs érosions. Alors, lorsqu'on parle d'échographie ostéo-articulaire, alors généralement, nous nous intéressons à deux modes. Le mode B, qui donne cette image avec échelle de grille, et puis le mode qui va renseigner sur la microvascularisation, c'est le mode Doppler. On parle de mode puissance, donc ce n'est pas le Doppler des vaisseaux qui renseigne sur le flux, est-ce qu'il est artériel ou veineux, mais c'est un Doppler qui va renseigner sur la microvascularisation, est-ce qu'il y a de l'inflammation ou pas. Et bien sûr, dans les pathologies microcristallines, il y a tout un état d'inflammation particulier dans les accès goutteux par exemple, et là, on peut avoir, donc lorsqu'on allume le Doppler, alors au lieu d'avoir uniquement cette image de grille, on voit qu'il y a des signaux de Doppler qui s'allument, ce qui correspond à une inflammation avec des degrés variables. Alors normalement on avait des vidéos mais ça ne passe pas. Donc ceci concernait quelques éléments de sémiologie. Donc on a parlé de la calcification avec le cône d'ambre, on a parlé du Doppler, de l'érosion, et ça on en aura besoin pour expliquer les aspects classiques qu'on retrouve dans les pathologies microcristallines. Donc nous allons d'emblée nous limiter aux trois principales pathologies microcristallines que sont la goutte, secondaire au dépôt d'urate monosodique, chondrocalcinose, secondaire au dépôt de pyrophosphate de calcium, et puis les calcifications multiples de l'épaule, maladie d'hydroxyapatite, qui est secondaire au dépôt de phosphate de calcium basique, appelé également apatite. Donc ce qu'il y a à retenir, c'est que dans la goutte, il y a des signes qui sont très évocateurs, et puis il y a d'autres signes qui rejoignent un peu ce qu'on retrouve dans les différentes pathologies, entre autres l'arthrite rhumatoïde. Donc on peut avoir de l'épanchement articulaire, on peut avoir de la synoviale, on peut avoir des érosions, mais ça c'est des choses qui ne sont pas du tout spécifiques ou bien qui n'orientent pas vers la pathologie microcristalline. Et il y a par contre d'autres aspects qui sont très évocateurs, et là il faut distinguer d'emblée les signes qu'on retrouve dans les accès de goutte et les signes qu'on retrouve dans la goutte chronique, la goutte effacée, la goutte qui donne une atteinte articulaire. Donc on commence par le premier signe classique, et vous avez en haut de l'image à gauche donc un tableau illustrant une tempête de neige. Donc vous voyez la neige avec la tempête et la crise de goutte avec toute la douleur qu'elle donne. Donc il y a cette inflammation avec les cristaux qui vont se déverser dans la synoviale. Donc on aura une synovite inflammée avec des cristaux, peut-être de l'épanchement articulaire, et ça va donner cette image. Donc c'est à peu près cette tempête de neige avec des petits points. Donc vous voyez bien les petits points blanchâtres qui correspondent au dépôt calcique, et ceci est une synoviale qui, lorsqu'on va l'explorer par le mode Doppler, donc on voit nettement que le Doppler est très positif, c'est un Doppler grade 3 qui signale une inflammation très importante, et la goutte bien sûr dans l'accès aigu est l'exemple type de l'inflammation de la synoviale. Donc vous voyez ici, on a et la synovite, on a
une image anéchogène qui correspond au liquide, c'est un liquide articulaire dans cette articulation qui souffre. Et puis ce qui est caractéristique, c'est ces petits points. Donc si vous avez les petits points à l'intérieur de la synoviale avec du liquide, avec en plus une inflammation très importante qui signale qu'il y a une inflammation importante au niveau de l'articulation, c'est l'aspect classique de la tempête de neige qu'on peut voir facilement si vous avez un patient goutteux, par exemple, qui vient pour une douleur aiguë. Donc, vous auriez certainement cet aspect de tempête de neige. Donc, ça correspond à une synoviale qui est épaissie. Donc, c'est une synovite qui est hyperémiée. Beaucoup de microvascularisation correspondant à une inflammation. Et puis, surtout, ces microponctuations hyperéchogènes qu'on a vues sur l'image précédente. Donc, ça peut toucher l'articulation, mais ce n'est pas uniquement l'articulation qui peut être touchée. On peut avoir le tendon qui est à côté avec une ténosynovite et des microponctuations dans la ténosynovite. Et ça peut également toucher les différentes bourses. Par exemple, au niveau du pied, la bourse rétrocalcanéenne. Si vous avez quelqu'un de goutteux avec un accès goutteux aigu, donc il suffit de regarder qu'est-ce qui se passe derrière le tendon d'Achille, vous auriez une bourse inflammée avec du Doppler, avec une microponctuation. Donc c'est un aspect classique qu'il faut toujours rechercher et retenir et qui est typique de crise de goutte et qu'on retrouve facilement par l'échographie. Alors, pour ce qui est de la goutte chronique, donc la goutte chronique, donc ça signale qu'il y a une atteinte articulaire, donc qui va aller jusqu'à la destruction, mais ça commence déjà par le dépôt de cette d'urate de sodium qui est déposé au niveau du cartilage. Et ça se dépose au niveau de la partie superficielle du cartilage, ce qui explique que sur cette image alors de trochlée fémorale, vous voyez la position du genou. Alors pour ceux qui ont déjà fait le DU d'échographie, on sait très bien que pour explorer la trochlée fémorale, il faut bien la voir en faisant une flexion maximale. Donc la flexion maximale du genou, et on passe la sonde, une coupe longitudinale, on aura exactement cette image avec la patella, la trochlée fémorale, et là on a un aspect qui n'est pas physiologique, puisqu'on a un dépôt d'urate monosodique sur la couche superficielle du cartilage, qui va donner un aspect de ligne qui est parallèle à la corticale de la trochlée, et c'est ce qui correspond à cette appellation de double contour. Donc ce double contour, il faut le voir dans les deux plans, longitudinal et axial, et on a vraiment ce parallélisme entre la corticale et entre la partie superficielle du cartilage, et ça a été démontré par de nombreuses études que c'est un signe qui est très spécifique, donc ça va jusqu'à 100%. Si on trouve un aspect de double contour, on est pratiquement sûr que c'est une goutte, et encore c'est une goutte chronique. Ceci dit, ce n'est pas un signe qui est très sensible. Donc vous voyez que la sensibilité est faible. Donc c'est surtout la spécificité qui est très importante. Et puis il y a eu des études qui ont montré qu'il y a une corrélation entre l'importance de l'uricémie, entre la présence de ce double contour et une uricémie élevée, ainsi que la sévérité de la goutte. Sauf que ce qu'on a comme difficulté lorsqu'on examine les articulations, c'est qu'on peut avoir des aspects qu'on appelle de faux double contour. Donc, on a souvent tendance à dire « Ah, c'est un double contour », mais finalement, ce n'est pas un double contour, c'est un aspect de faux double contour. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour vérifier est-ce que c'est un vrai double contour ou bien un faux double contour? Il suffit de jouer sur le gain. Donc, on sait très bien que le vrai double contour, le dépôt réel d'urate de sodium au niveau de la partie superficielle, il est là, il ne va pas disparaître lorsqu'on diminue le gain, lorsqu'on fait noircir l'image. Donc on aura toujours, donc vous voyez ici
alors ça passe pas très bien, mais ça c'était l'image initiale. Et lorsqu'on a diminué le gain, donc on voit que cet aspect de double contour persiste par opposition au faux double contour, que lorsqu'on diminue le gain, on voit disparaître cette image parallèle à la corticale. Donc à chaque fois qu'on découvre un aspect de double contour, ayez le réflexe de diminuer le gain de votre appareil. Alors, il n'y a pas uniquement cette action sur le gain, mais il faut profiter du caractère dynamique de l'échographie. Alors, le caractère dynamique, si vous êtes en train d'examiner une trochlée, donc il suffit de faire flexion, extension en examinant la trochlée, et vous allez voir que lorsqu'il s'agit réellement d'un double contour, alors cette image parallèle à la corticale va suivre en permanence, alors je vais voir si ça passe. Oui. Alors là, on est en train de faire flexion et extension, et vous voyez que le double contour, il va suivre la corticale. Chose qu'on ne peut pas avoir lorsqu'il s'agit uniquement d'une fausse image. Donc, vérifiez par la manœuvre dynamique. Là aussi, il s'agit d'une petite articulation, et en mobilisant flexion-extension, le dépôt va suivre, parce qu'il est là, il est fixé à la partie superficielle, donc il va suivre en permanence. Donc on a dit qu'il y a le double contour, et puis il y a le tophus. Donc le tophus, le dépôt de cet urate de sodium, qui peut concerner non seulement l'articulation, mais ça peut être au niveau des tendons. Et les localisations classiques, c'est d'abord la première métatarsienne, avec ses deux faces, médiale et dorsale, les tendons quadricipitaux, patellaires, calcanéens, le tendon tibial antérieur, et là généralement on retrouve le dépôt du tophus autour du tendon. C'est très rare qu'on retrouve le tophus à l'intérieur du tendon. Donc c'est une minorité de patients chez lesquels vous trouvez le tophus à l'intérieur du tendon. Et puis une des localisations classiques, ce qu'il faut chercher, c'est au niveau du genou, partie externe, sous le ligament collatéraux des genoux. Alors, ici, vous avez la corticale. Il s'agit d'une métacarpophalangienne. C'est la deuxième métacarpophalangienne. C'est une coupe axiale. Donc, on a la corticale de cette MCP. Et vous voyez que ici, ça correspond à quoi? Donc, ça correspond à une effraction de la corticale qui définit l'érosion. Bien sûr, c'est une érosion qu'on a vue dans les deux plans, longitudinal et axial. Donc, au lieu d'avoir, normalement à ce niveau, qu'est-ce qu'on doit avoir au niveau de la MCP? Le tendon extenseur, et là, ça ne correspond pas du tout à une structure de tendon. C'est une structure qui est hypoéchogène, anéchogène, hétérogène, avec essentiellement des images hyperéchogènes ponctuées qui correspondent au dépôt d'urate de sodium à l'intérieur d'une synovide. Donc, on a l'aspect classique d'un tophus juxtaposant une MCP. Donc, ça peut être hyperéchogène, ça peut être hétérogène, et les calcifications, les grosses calcifications, on les retrouve dans un tiers des cas. Alors, si vous avez
eu l'occasion de voir sur le plan échographique les nodules rhumatoïdes, ce n'est pas du tout l'aspect parce que les nodules rhumatoïdes c'est sous-cutané et généralement ils sont homogènes avec un centre hypoéchogène et puis il n'y a surtout pas ces calcifications. Donc le nodule rhumatoïde, parce qu'il y a certaines situations où on est, est-ce que c'est une PR, est-ce que c'est une pathologie microcristalline. Donc la différence entre tophus et nodule est claire. Il suffit d'éliminer la présence de calcification à l'intérieur du nodule. Alors ici, donc vous avez toujours ce tophus bien entouré avec un halo qui est hypoéchogène et on peut trouver un Doppler qui est surtout périphérique et le fait de trouver dans un tophus une érosion juxtaposant ce tophus, c'est un signe qui est très évocateur d'origine goutteux. Donc la présence du tophus, de sa structure tophique avec l'érosion qui la juxtapose, c'est très évocateur de la goutte chronique. Donc, si vous trouvez un tophus, vous êtes sûr que c'est une goutte chronique. Et là aussi, la sensibilité est très variable, donc la sensibilité est moindre que la spécificité, et selon qu'on est en train d'examiner grosses ou petites articulations, donc la sensibilité est très différente. Et ici, vous avez une articulation MCP, donc c'est ici l'articulation, avec la corticale de part et d'autre, et tout ça correspond à un tophus. Et vous voyez que le contenu qui est hétérogène contient également des structures hyperéchogènes qui correspondent aux calcifications. Donc c'est un tophus articulaire, on a dit que ça se trouve au niveau des articulations, mais qui prend du Doppler. Et la densité des calcifications est très variable. Ici, par exemple, vous avez une très grosse calcification à l'intérieur du tophus. Alors, c'est différent de l'image qu'on avait auparavant. Et ici, il s'agit d'une bourse à l'intérieur de laquelle on voit des petits points blanchâtres. Donc ça correspond au tophus avec ses calcifications. Et là aussi, il y a l'intérêt du dynamique. Lorsque vous mobilisez l'articulation de cette bourse, donc vous voyez la bourse qui va bouger, et surtout, ces calcifications qui bougent à l'intérieur. Donc là aussi, c'est très caractéristique du tophus qui existe au niveau de la bourse. Alors ici, donc on voit aussi bien un aspect, alors cet aspect c'est quoi? Double contour, donc c'est la corticale avec vraiment, et à ce niveau, donc une structure hétérogène qui s'étend sur l'articulation avec un halo hypoéchogène et un contenu qui contient des calcifications. Donc vraiment, les deux signes de la goutte chronique. Qu'on vérifie aussi. Alors la règle en échographie, c'est qu'on examine l'ange axial pour vérifier le signe. Donc le double contour qu'on vérifie en axial, et puis tout ça, c'est le tophus avec un contenu qui est vraiment hétérogène et on a la calcification qui vient jusqu'ici. Donc on a dit que pour le tendon, c'est essentiellement une situation où il y a un tophus qui entoure le tendon. Donc ici vous avez le tendon qui passe avec sa structure fibrillaire, donc c'est des fibrilles, et à ce niveau, donc vous avez une structure caractéristique, hétérogène, halo périphérique, hypoéchogène et contenue avec des dépôts calciques. Donc l'échographie, ça sert à mesurer le tophus et ça fait partie des moyens de surveillance. Est-ce que le tophus est stable? Est-ce qu'on est efficace avec les traitements, etc.
Donc, c'est un tendon d'Achille. Ici, on est sur le calcanéum. Ici, c'est l'anthèse. Vous voyez le tendon avec la partie anthésique, la partie tendineuse, et on retrouve un tophus qui siège à l'intérieur du tendon. Donc, ici, c'est une situation qui est moins rare, moins fréquente. Oui. Donc, on a dit que c'est surtout les tophus péritendineux et que les tophus intratendineux sont moins fréquents. Donc ici, on est sur le genou, c'est le ligament collatéral latéral, donc on est sur la face externe. Et ce qu'on voit ici, donc vous voyez qu'il y a une structure hyper échogène avec des cônes d'ombre qui vont se chevaucher. Ici, on voit mieux ce cône d'ombre. Et ça correspond à une grosse structure tophique qui contient plusieurs calcifications et qui siège en dessous du ligament collatéral latéral. On peut le voir même à l'intérieur du ménisque. Donc classiquement, l'atteinte du ménisque qui est un fibrocartilage est caractéristique de la CCA, la chondrocalcinose, mais la présence de structures comme ça, arrondies, vous voyez que c'est arrondi. Il y a plusieurs. Donc ça correspond à un tophus à l'intérieur du ménisque. Et là, il s'agit bien d'un cas de goutte et pas de CCA. Alors, à chaque fois que vous êtes en train d'examiner une structure calcifiée, en particulier pour un tophus, il faut jouer sur le gain. Parce que parfois, il y a cette synoviale qui est hyper échogène. Donc la synoviale, selon les classifications de l'Oméracle, ça peut être hypoéchogène, hyperéchogène. Donc on peut avoir une synoviale qui est hyperéchogène. Mais la calcification qui est hyperéchogène reste hyperéchogène même si vous diminuez le gain. Donc si vous noircissez l'image, la calcification va rester hyperéchogène. Donc la ponction éco-guidée de tophus, alors c'est l'image qui a été prise par Dr Artaou hier. Donc elle a eu la chance d'avoir dans sa consultation un patient qui a eu la malchance d'avoir une goutte tophacée multiple. Il était jeune, le pauvre. C'est le tophus. D'ailleurs, le tophus qu'on a examiné, c'est à partir de cette ponction. C'était un tophus. Un tophus qui siégeait au niveau de l'olecrâne. Et vous voyez l'aiguille qui rentre et elle aspire par la suite. Et c'était bel et bien un tophus avec... Donc on a dit que il y a les signes évocateurs. Tempête de neige, essentiellement pour la goutte aiguë. Double contour et tophus pour la goutte chronique. Et là, on parle d'érosion. L'érosion n'est pas caractéristique, n'est pas évocatrice de la goutte. Mais le fait que vous auriez une érosion qui juxtapose un tophus, ça, c'est très caractéristique. Donc, vous voyez, c'est l'image qu'on a projetée tout à l'heure. Et vous avez un tophus avec une érosion en dessous et des calcifications. C'est sûr que c'est une goutte et pas autre chose. Et bien sûr, la sensibilité, l'échographie est plus sensible que la radio pour détecter une érosion, essentiellement si elle est de petite taille. Le Doppler du tophus, une fois on l'a sur l'échographie, il est utile en clinique ou pratique? Alors, c'est surtout pour la surveillance sous traitement, c'est surtout la taille. On ne parle pas de Doppler. Mais lors des pathologies de gouttes avec une non-stabilisation sous traitement, on a ce Doppler et ça permet également d'éliminer le diagnostic différentiel du nodule rhumatoïde. Mais en pratique, pour la surveillance sous traitement, c'est essentiellement la taille. Donc, on passe à l'autre pathologie qui est la chondrocalcinose articulaire, qui, elle, touche non seulement le cartilage comme la goutte, mais elle a la particularité de toucher le fibrocartilage, par exemple le ménisque ou bien le ligament triangulaire. Alors, une image qu'on a empruntée
de l'imagerie musculo-squelettique.